Mais pas pour arriver jusqu'au bout, parce que ça ne convenait à personne. Personne ne voulait ça vraiment jusqu'au bout. On peut y aller ? Et effectivement, tout est question toujours d'équilibre. C'est pour ça que les théories du complot, les théories un peu globalisantes, c'est pas que c'est dangereux ou quoi que ce soit, c'est pas un jugement. Mais souvent, ça, au bout du compte, ça n'explique pas grand-chose. Donc, il y a un exemple qui est intéressant, c'est on a quand même en Sicile, dans les années 80, donc des missiles nucléaires à courte portée, dirigés vers le Maghreb. L'idée étant la suivante, on explique aux dictateurs égyptiens et autres que s'ils envahissent Israël, ils prennent une couche nucléaire. Le message en gros c'est ça. Il est évident que sur une île de 5 millions d'habitants où il y a des révoltes sociales régulières, je rappelle que la Sicile c'est le berceau de la mafia et de l'anti-mafia, qu'il y a aussi du syndicalisme, etc. Bon, ces milieux-là, militaires, services secrets, ne peuvent pas se permettre que ces missiles nucléaires tombent entre d'autres mains, etc. Je n'essaye pas de justifier. J'explique par exemple là une alliance avec la mafia objective. L'intérêt de conserver le territoire, de bien maintenir les équilibres, etc. Ça, c'est ce que je pense avoir assez expliqué dans ma thèse, qu'il m'est d'ailleurs un peu reproché en France parce que bon, alors, je suis assez descriptif et parce que j'ai envie d'expliquer ce qui s'est passé. J'ai un peu une démarche d'historien et ça ne plaît pas trop dans le milieu universitaire quand c'est en sciences politiques, etc. Mais je suis assez content de ça, parce que pour moi ça donne un résultat où le tableau des mafias, c'est une mosaïque, il y a la mafia, il y a les services secrets, etc. etc. Tout ça, c'est la période bipolaire. C'est la lutte contre le communisme, même si c'est très réducteur. Et là, après, il a fallu étudier les attentats de 92-93. Où ça rentre très bien dans ma problématique, c'est très pratique pour moi. Il y a un avant, il y a un après. Pour moi, la chute du mur de Berlin pour les mafias, c'est le 30 janvier 92, quand la Cour de cassation confirme à peu près toutes les sentences du maxi-procès de 86, qui avait quand même été réduit en appel au niveau des condamnations. Le 30 janvier 92, l'État italien et ses corps constitués, une partie de la société civile, donnent une vraie leçon, envoient un vrai message à la mafia sicilienne. Maintenant, vous existez déjà, parce qu'avant, il n'y avait pas de sentence qui expliquait que la mafia sicilienne existait. Vous existez, puis en plus, on vous met en prison à vie. Donc, ça, pour moi, ça peut être expliqué en partie, parce que la mafia ne sert plus en tant que force de lutte contre le communisme. Et la mafia, quand elle qui utilise une violence extrêmement subtile, pédagogique, faite d'étapes, lorsqu'elle est attaquée dans son cœur, elle utilise la violence politique ultime, le terrorisme, en l'occurrence. Et là encore, il y a des différences entre les attentats, entre éliminer le juge Falcone, éliminer la mémoire, se venger, et à mon sens, la dynamique interne ne doit pas être oubliée. Éliminer le juge Falcone, c'est pour les chefs corléonais, pas se faire pardonner, de donner un signal aux mafieux qui sont en prison. J'ai pas réussi à vous protéger nos amis politiques, au moins je punis un responsable. Je rappelle que la dynamique, même si là on va un petit peu loin, mais le fait de faire cet attentat en Sicile alors qu'on aurait pu tuer le juge Falcone à Rome qui n'était pas sous escorte, etc. La bombe, le fait que quand la bombe explose, les prisonniers mafieux dans la prison de Palerme sentent la détonation, comme la violence est un langage, je suis persuadé que comme Totorina est en plus un ses maîtres dans la communication, par exemple il faisait tuer souvent ses rivaux juste avant le journal télévisé, parce qu'il savait que ça allait être repris en boucle par les journaux télévisés, oui, ça s'appelle la violence programmée, donc c'est pas anodin. Et puis il y a d'autres types d'attentats, Borsellino, alors là on rentre plus dans certainement les services rendus, c'est-à-dire il était peut-être pas pour la mafia, il n'était peut-être pas indispensable de le tuer, Falcone ça suffisait, mais si en plus certains milieux politiques qui allaient devenir ceux qui allaient gouverner l'Italie avaient promis des faveurs en échange de ce meurtre, eh bien ça s'expliquerait. On est encore loin d'une vérité judiciaire établie, enfin on n'est pas loin d'une vérité historique quand même.
Enfin, parce que les histoires de pas condamnés, condamnés, pas condamnés, on peut parfois s'en émanciper. Il y a le tribunal qui donne une vérité, et puis il y a l'histoire, le travail, les hypothèses. Et en plus, il y a une enquête encore en cours, bien sûr. Et puis il y a ces fameux attentats de 93 qui, pour la première fois par la mafia sicilienne, ont lieu en Italie continentale, donnant lieu, enfin, des cibles extérieures aux ennemis, des symboles culturels, la galerie des offices, l'église, parce qu'ils n'ont pas aimé le discours du pape à Agrigento, qui pour une fois prend réellement position contre la mafia, avec un très beau d'ailleurs discours. Donc ça m'a vraiment passionné d'étudier ça, d'expliquer le mécanisme, etc. Et on voit bien que les services de renseignement, à un moment ou à un autre, ou une partie des services de renseignement, jouent un rôle. Puis arrive une nouvelle ère, avec d'autres types de comportements, dont Mario a dû vous parler, puisqu'il en a même été victime. Ça, c'est la partie italienne. Donc c'est compris dans une thèse qui est à disposition, mais pour rigoler, elle était sur Mega Upload, donc je vous enverrai la première partie, puis la deuxième partie, parce qu'elles sont un peu lourdes, il y a des cartes. Mais aujourd'hui, et c'est pas pour rien que j'ai fait le petit discours personnel sur mes grands-parents, mais aujourd'hui on est en France, on fait cette conférence en France, etc. Et j'anime... Peut-être que je me trompe, Marie n'avait été soignée en France. Alors c'est pas Rina, c'est Provenza, alors c'est un détail. Hein. Il a été soigné dans une clinique à Aubagne. Il faut expliquer. Oui, mais bon, pour ne pas être trop long, je voulais envoyer un message qui est le suivant. Mes études sur la mafia m'ont amené à être spécialiste de la mafia, mais comme je vis en France, j'ai été contacté par Flair, donc une association évidemment italienne à l'origine, mais qui met en réseau en Europe toutes les associations qui luttent de près ou de loin contre le crime organisé. Et donc il faut s'adapter à chaque pays. En Roumanie, nous soutenons une association de femmes qui explique aux jeunes femmes roumaines que c'est mieux de ne pas accepter des petits contrats au petit bonheur à la chance, des contrats au petit bonheur à la chance, pour travailler dans les cafés ou devenir top modèle, parce qu'elles risquent de finir sur le trottoir, on va dire dans un réseau de prostitution, ça fera plus... Voilà. Ce que je veux dire, c'est important ce que je dis là, parce que dans chaque pays, on va trouver des réalités différentes. Ok, en France, il n'y a pas la mafia qui contrôle le territoire, il n'y a pas d'Autorina qui donne des ordres avec une structure pyramidale qui contrôle un quartier, et des gens qui s'entretuent pour un quartier. Encore que parfois, en ce moment, dans certaines cités, la Kalachnikov est utilisée avec facilité, mais s'il n'y a pas ça, il y a d'autres choses. Et Flair, aujourd'hui, est en partenariat avec Anticorps, une association faite d'élus qui lutte contre la corruption au quotidien, qui travaille un peu avec Transparency International, avec Sherpa, qui a d'autres objectifs, mais le fait de saisir les biens mal acquis. Sherpa est un groupe d'avocats qui a bien sûr compris que la confiscation était quelque chose de très bien, et qui peut demander la saisie à la justice de biens mal acquis, par exemple de dictateurs africains. Et vous voyez, là on retombe sur la problématique française. Parce que si en France, il n'y a pas la mafia qui contrôle le territoire, l'État n'est jamais loin. La France, dans son mauvais côté, c'est la République des valises. C'est cette présence internationale dans le monde avec des contrats pétroliers, des ventes d'armes, etc. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire en matière d'abus de droits, de non-respect des droits de l'homme. Oui, l'affaire Karachi, l'affaire des frégates, je veux dire, pour ceux qui sont italiens, vous avez eu ici la leçon sur l'indépendance de la magistrature italienne. Vous qui pensez que l'Italie, c'est tout corrompu, il y a la mafia, etc., c'est pas faux, hein. Mais n'oubliez pas qu'en France, on a notre lot. Et que chacun peut, dans des associations, etc., vraiment faire sa part. Moi, c'est le message que je voulais envoyer avant tout aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi fait venir Eticando, qui propose des produits du Made in Italy, en particulier sur des terres confisquées à la mafia. J'espère qu'un jour, nous aurons en France une loi de confiscation égale à l'Italie, une loi exceptionnelle que même la Serbie a. Il n'y a que l'Italie et la Serbie pour l'avoir aussi bien développée.
Et j'espère qu'un jour, on aura des produits fabriqués sur des terres confisquées à des clans corses, pourquoi pas à des dictateurs africains. Moi, les appartements qui sont saisis aux dictateurs africains sur les Champs-Élysées, pour moi, doivent devenir des centres d'accueil d'immigrés. J'imagine qu'on en est loin, mais si on s'y met tous, si on fait... Je sais que le président du syndicat des commerçants des Champs-Élysées ne sera pas d'accord. Quelqu'un en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est un drôle de bonhomme, etc. Très bien. Enfin, si la société civile demain fait des manifestations, si demain on obtient une loi de confiscation, et si demain ces appartements sont saisis sur les Champs-Élysées, allez, ça sera peut-être pas un centre d'accueil pour immigrés, mais qui sait, on obtiendra au moins d'abriter une association à utilité sociale, une ONG, etc., sur les Champs-Élysées qu'on aura pris à un dictateur. Donc vous voyez, on sera loin de la mafia italienne, hein, elle a bien quelques boutiques qui blanchissent son argent aussi sur les Champs-Élysées. Mais l'objectif, c'est de frapper sur les problématiques qui touchent la France. Et c'est aujourd'hui le message que je voulais envoyer. Et pour ça, Flair est à votre disposition. Je suis là aujourd'hui, on a un site internet, et puis vous pouvez me contacter. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Et il y avait encore des questions ou pas? Parce que j'ai vu où il y avait... Ah, 1, 2, 3, ok. Ma question s'adresse à Mme Fabienne Boulin. Je pensais, d'après certains médias, qu'un gendarme repenti retraité avec votre version des faits après la mort de votre mari, est-ce que c'était une fantasme médiatique, une réalité? Oui, alors ce gendarme, c'est une réalité. Il l'a toujours dit d'ailleurs dès le départ, quand il est bien le premier à avoir découvert le corps de mon père. Il a toujours dit que effectivement la tête n'était pas dans l'eau et qu'il n'a pas pu se noyer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas jugé intéressant de garder cette partie de son témoignage. Et encore une fois, il n'a pas été entendu. Voilà. Il n'est toujours pas entendu. Mais c'est un gendarme qui est un homme, comme il me dit, de la vieille école. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire dire le contraire de ce qu'il a vu. Est-ce que je pourrais vous dire... Ah si, mais il y a d'autres personnes. C'est à vous. C'est là. Oui, moi c'était juste pour dire par rapport aux analyses que vous faites, je voulais vous remercier en ma qualité, c'est faire la lumière sur des faits, c'est très très intéressant, vous continuez votre travail, c'est indispensable pour ce qui va suivre. Et en fait, justement, je voulais en venir directement au fait, c'est ce macartisme qu'on a importé en Europe. On voit quand vous dénoncez la diabolisation du communisme, c'est aussi la diabolisation de la gauche, de la vraie gauche européenne, de la vraie droite aussi européenne, on peut dire. C'est-à-dire celle que on va qualifier d'extrême droite et d'extrême gauche, ça stérilise le débat. Ici, je trouve qu'il y a un très bon niveau, et je vous remercie pour ça. Le fait que ça stérilise le débat, on parle d'ailleurs de pensée unique et de politiquement correct, ce sont des preuves, ça, aujourd'hui, on constate que dans les médias, on n'en parle jamais. Et le niveau de ce soir m'a franchement étonné. Je voulais vous remercier pour ça, et je voulais vous demander justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez dans un cadre plus global, sans l'analyse seulement des faits, mais dans un cadre plus global, sur justement les tendances que nos sociétés, commencent à prendre, quoi, et comment vous recadrez votre combat dans cette globalité. Et aussi surtout, quel est le dénominateur commun de toutes ces affaires, parce qu'on voit les affaires, par exemple, Fitzgerald Kennedy, c'était un peu notre béret de roi. Il a fait son discours, un mois après, je crois qu'on l'a flingué. On nous a sorti une version officielle dans les médias, c'est toujours la même histoire. Et il y a toujours un dénominateur commun, et je ne l'ai pas entendu ce soir, je vous pose la question avec une fausse naïveté, c'est quel est le dénominateur, en fait j'ai aussi envie de déconcer le débat, c'est quel est le dénominateur commun de toutes ces affaires qui font intervenir des militaires, tout ce que ça implique, des services secrets, tout ce que ça implique, des politiques, tout ce que ça implique, et tout un tas de castes de la société moderne qui font qu'il y a, on pourrait dire, une théorie du complot. Mais moi je ne dis pas ça, j'essaie d'aller directement dans ce genre de globalité. Il y a beaucoup d'analogies entre nos sociétés et la société. Qui veut commencer? On commence, tout le monde va répondre. Oui, Voilà. le dénominateur commun, c'est le magistral ouvrage de Peter Dale Scott qui me donnerait la réponse, et qui explique que derrière tous les états que nous voyons en façade, il y a ce qu'il appelle l'état profond. L'état profond, c'est le cœur du pouvoir. C'est-à-dire, vous êtes dans le dernier coffre.
c'est qui fait tourner la machine, pourquoi, pour quels intérêts, qui gagne le plus. Donc, par-delà les habillages des institutions, parce que les institutions sont des habillages, derrière, il y a du pouvoir, derrière, il y a des masses énormes d'argent, derrière, il y a de l'influence. Donc, derrière les partis politiques, les institutions sociales, etc., il y a un cœur du pouvoir. Qui commande ce cœur? Dans quels objectifs? Le mouvement démocratique, depuis 20 siècles, depuis Platon, depuis Socrate, depuis les penseurs romains, il est de distribuer le pouvoir, de le gérer au mieux pour l'intérêt général. Cet intérêt général, il a commencé à apparaître comme une vraie moteur de société avec la Révolution anglaise. Les Anglais qui ont créé la démocratie moderne. Bon. Après, on a essayé de faire des copies en Europe ou aux États-Unis. Tout ça n'est qu'illusion, on le voit aujourd'hui. Parce que le mouvement démocratique, on pourrait dire, il est en panne. Il est en panne parce que les partis politiques ont confisqué le pouvoir. On est loin de Montesquieu. Les partis ont confisqué toutes les courroies de transmission. Ils influencent sur les médias, sur la justice. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. On a parlé tout à l'heure de la magistrature italienne. Elle fait honneur à la magistrature italienne, parce qu'il y a des juges courageux et des gens qui vont aller au bout des choses. Lui, il vous a dit, il a interrogé Andreotti avec des chefs des services secrets. Imaginez un juge en France qui met Sarkozy à gauche, les directeurs de services renseignement à droite, et donnez-moi des explications. Vous imaginez ça en France? Impossible. Impossible. On a beaucoup de chemin à en faire en France pour remettre l'idéal démocratique dans nos institutions. J'avais préparé une petite liste là, mais c'est édifiant. J'avais préparé la liste des gens qui en 2011 ont dû démissionner pour fait de corruption. Alors, en Roumanie, le Premier ministre et tout son cabinet ont dû démissionner pour corruption. En Allemagne, le président de la République a démissionné, Christian Ruf. Est-ce que ça a fait la une des journaux français? On n'en a même pas parlé. Au Venezuela, le ministre clé de Chavez a dû démissionner. En Suisse, le président d'une banque, je suis confondu avec des malversations internes, il avait détourné 1,5 milliard de dollars, il a démissionné. Je peux vous interrompre. En 87, le ministre de la Justice suisse a dû démissionner. 87. 87. Ministre de la Justice suisse. Son enquête qui est venue de l'Italie. J'ai toute une liste le directeur de la Banque centrale, Hildebrand, en Suisse, a dû démissionner. En Chine, démission de 15 banquiers. En Inde, plusieurs banquiers ont démissionné. Au Japon, plusieurs hommes politiques ont dû démissionner. En Iran aussi. En Angleterre aussi. En Espagne, démission du directeur américain de la Banque Santander. En Nouvelle-Zélande, démission du directeur de la Banque centrale. En Grèce, démission de Papandréou ou d'autres. En France, 0 démission. 0 démission, alors que nous avons une affaire Karachi, qui est une affaire monumentale. C'est une affaire, en Israël aussi, des démissions. Nous avons parlé de Karachi, c'est des milliards engloutis, détournés dans les années 94-95, c'est quand même 12 morts, des gens de la direction des constructions navales. Nous avons l'affaire des mallettes, M. Bourgi qui dit « j'ai donné des mallettes pendant des années, j'ai donné du black and white » et le parquet ferme les yeux. Mais on est dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Donc, moi, je veux dire, révolté de ce qui se passe, du recul que la France a pris dans ce système. Donc j'ai décidé, moi je suis candidat anticorruption aux législatives sur Paris. Je suis candidat sans étiquette, et je pense que s'il y avait plus de gens qui se mouillent, qui se lancent dans la bagarre, en disant « notre démocratie comme ça ne peut plus marcher ». Et elle ne marchera pas tant que ce seront les partis institutionnels qui auront tous les pouvoirs de commande. Parce que tant que nous aurons des assemblées où ce sont les partis majoritaires qui gouvernent, qui s'entendent entre eux, on ne pourra pas influer le cours des choses. Donc nous avons besoin de gens hors du système, qui amènent une parole indépendante. Voilà ce que je veux dire. Je voulais juste rajouter que nous ne sommes plus dans une république démocratique, on en a beaucoup parlé, mais qui est représentative. On est dans une lobbycratie. Et je crois que c'est aussi très important de ne pas permettre à ces lobbies de rentrer à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a des lois comme ça qui permettraient d'améliorer les choses. À Bruxelles, il y a 10 ans, 20 000 personnes pour le lobbying. Cette année, 45 000 personnes font du lobbying à Bruxelles. Ça veut tout dire. Je ne citerai pas Annie qui parle toujours de lutte des classes, que c'est toujours actuel, tout le monde veut le cacher, mais il y a toujours, parce qu'il y a Warren Buffett qui l'a fait à sa place, qui ne peut pas être taché des communistes, Warren Buffett,
qui a dit qu'on est en bataille. Après, on peut dire qu'il y a en bataille l'1% contre les 99%, ou en réalité, c'est la bataille contre les citoyens et les biens communs de tout le monde, seulement par peu de nombre de gens. Je ne vais pas les énumérer parce que c'est pas peut-être facile de faire ce nombre. Mais oui, mais c'est comme ça pour l'instant. Ils n'ont rien compris, l'histoire, il n'a rien appris à ces gens-là. Mais nous, on a, je pense, bien compris. Et de plus en plus, si on se met ensemble, moi je pense que c'est la solution meilleure, comme on fait nous dans les associations. L'important, c'est l'engagement personnel. Je pense que c'est un moment dans lequel on ne peut pas rester à côté. Et il faut quand même se mouiller, disons, personnellement, des sens, parce que c'est un combat dans lequel il faut être quand même à n'importe quel niveau vous voulez, mais même dans un petit niveau. Mais tout le monde doit donner une contribution et il faut agir parce que sinon de toute façon on ne pourra jamais arriver jusqu'au bout, et surtout si on reste seul. Mais vraiment pour répondre, c'est pourquoi, quel est le but commun, vraiment pour préserver, on va dire, l'esprit démocratique. C'est-à-dire, quand on écrit des choses sur les services de renseignement avec la mafia, etc., c'est, bon, honnêtement, les services de renseignement, je pense que c'est quelque chose d'utile, c'est utile à la stratégie, etc. C'est pour ça que je dis que les services secrets n'existent pas, ou alors quand ils existent, c'est grave. C'est-à-dire, il n'y a que des services de renseignement, il n'y a que des gens qui ont une fiche de paye et qui sont fonctionnaires et dont on le sait qu'ils appartiennent aux services de renseignement. Parfois, ils ont des missions plus opaques, clandestines ou discrètes, comme on dit. Mais ça doit en rester là. C'est-à-dire à partir du moment où le service de renseignement, par exemple, tue, pose des bombes ou aide à poser des bombes, parce qu'une fois encore, souvent, il n'a pas posé la bombe, il a aidé à poser la bombe. Bon, l'esprit démocratique a disparu. Donc la chose, alors avec la mafia, je ne vous en parle même pas, hein, quand c'est la mafia qui commande, il n'y a plus de démocratie, quoi. Donc c'est cette idée-là. J'ai écrit un tout petit ouvrage dont je fais la publicité, un petit dictionnaire énervé des mafias. Il paraît que ça me va bien, le mot énervé. Et j'ai fait une entrée qui s'appelle démocratie, où j'ai absolument voulu tordre un stéréotype en Italie, c'est le fascisme aurait bien lutté contre la mafia. C'est un truc qu'on vous sert sans arrêt. Parce qu'il a envoyé un préfet, Mussolini, de 22 à 24, enfin quelques années, j'ai les dates là, il faut que je regarde, 4 ans, peu importe, enfin, le fascisme est resté au pouvoir 25 ans, il a envoyé 4 ans un préfet en Sicile, il va nous faire croire qu'il a lutté efficacement contre les mafias. D'abord, il a strictement rien fait contre d'autres mafias qui existaient déjà, parce qu'il y avait déjà des décisions de tribunal. Il y avait déjà des procès contre la mafia calabraise à la fin du siècle d'avant le fascisme, et il n'a absolument pas lutté contre les autres mafias. Donc, je dis, la démocratie fait mieux les choses. Et elle fait mieux la lutte contre les mafias. Elle a besoin des services de renseignement. C'est à nous de montrer que d'autres services déviés, qui posent des bombes et qui tuent, enfin en France, sous la période coloniale, c'est des centaines de personnes que l'État français a fait assassiner du moment qu'ils étaient contre la Tunisie, protectorat français, et contre l'Algérie française. Des centaines de personnes. Donc on en parle très très peu. Et aujourd'hui, il y a pourtant... On les réhabilite. Oui, et aujourd'hui, avec l'Adina de l'OAS, etc., ils reçoivent dans la cour des Invalides, les chefs reçoivent la décoration de grand officier de la Légion d'honneur ou je ne sais quoi, alors que les victimes protestent et ne reçoivent jamais de réponse à leur courrier. Hein, des stèles sont à l'honneur de l'extrême droite française et de l'OAS sont érigées dans tout le sud de la France. Et quand des victimes essaient de faire démonter ces stèles, comme par hasard, et que le tribunal administratif de Marseille leur donne le droit de le faire, comme par hasard, les stèles sont réinstallées. Mais pour les sources sur les histoires de France qui fait tuer des gens dans les années 50, notamment plus que 60 dans les années 50, vous avez même un ancien des services de renseignement qui a été de très très haut niveau, qui s'appelle Constantin Melnik, qui a écrit des livres là-dessus, sur l'affaire de la main rouge, c'est en plus très... ce sont des centaines de personnes. Donc je pense que la France n'y gagne pas quand elle fait ça, pour de toute façon en plus après perdre les colonies, hein, puisque c'était dans le sens de l'histoire et dans l'intérêt de tous. Et je voudrais dans ce panorama sombre chercher de mettre quelque chose d'actif et de positif. Première chose, tout le monde peut faire quelque chose. Deuxième chose, même les minorités, les très petites minorités, ont la possibilité, le devoir
maintenir les espaces ouverts, maintenir la route pour entrer. C'est un peu le rôle de la magistrature quand elle fait son travail. Ne doit pas faire de la politique dans le sens partitique, mais doit faire de la politique dans le sens de protéger la démocratie et surtout donner la possibilité de chercher la vérité. Je ne dis pas de rejoindre la vérité toujours, parce que peut-être c'est utopique, mais donner la possibilité de la rejoindre. Dire qu'on fait ça, on cherche de faire ça. C'est fondamental. Indépendamment des couleurs politiques. Et là, donc, tout le monde a eu des tâches sur ça. Et la dernière chose positive, même dans une situation de lobbycratie, de plutocratie, il y a des contradictions. C'est à nous d'exploiter cette contradiction, des possibilités. Par exemple, dans un traité qui a été tellement mal traité dans les opinions publiques comme le traité de Lisbonne, il y a quand même des choses qui sont plus cachées, moins connues. L'institution du parquet européen, qui maintenant est en train d'être fait en silence par des fonctionnaires qui travaillent vraiment pour le bien de l'Europe dans ce moment. Dans ce moment, il y a des personnes qui rédigent les codes de procédure pénale européenne. On ne parle pas parce qu'on cherche d'éviter des réactions. Bon, beaucoup. Première chose. Donc, le 1er mars, avant-hier, avec 1 million de signatures, on peut obliger le Parlement européen à faire des lois. 1er avril, pardon. On pourra faire ça. Et ça, c'est une chose qui sont arrivés à recueillir pour la confiscation, pour d'autres choses, pour tout ça. C'est possible. Et en plus, le Parlement européen, traité de Lisbonne encore, qui même a ses mérites, maintenant a des pouvoirs réels. Les lois européennes sont plus des règlements qui sont octroyés par le pouvoir des présidents du Conseil et la Commission, mais sont des choses qui peuvent donner des possibilités. Dans tous les domaines, même dans la justice et même dans l'écologie. Et donc, utilisons, si possible, cet espace ouvert pour faire aussi des lois anticorruption à niveau européen, pour mettre en action les directives qui ne sont pas réglementées à niveau de français, italien et d'autres États. Il y a beaucoup de directives très bonnes qui n'ont jamais été implémentées ou réalisées dans le concret. Donc, on cherche de faire ça. Et comme ça, on pourra aussi plus efficacement lutter contre l'aspect plutocratique, bureaucratique. Mais si nous ne faisons pas notre part, après, c'est plaindre, ça sert très peu. Ces messieurs-là, après il y a là-bas et... Jean-Claude, tu veux faire une question? Pas Je voulais seulement mettre en évidence un pauvre petit Italien qui après Michel-Angelo et après Leonardo, il a eu le plus grand succès du monde et il est pas vraiment bien connu. Vous connaissez? Non, non madame. C'est un couturier italien, lequel, dans les années 66, 67, il a fait quelque chose d'incroyable. Vous savez, les couturiers font des défilés. Normalement, moi j'étais l'avocat, donc je le connais pour ça. Normalement, il y a 30, 40 robes magnifiques, c'est l'idéal, c'est vraiment beau. Et quand je suis devenu son avocat, parce que moi avant j'étais l'avocat de Sorella Fontana, qui était la plus grande maison sérieuse avec un atout extraordinaire, le magistrat pour le corrompre, parce qu'il a fait près, on est dans la même époque. Hein. Eh bien, et lui, il a fait un improviste, un défilé avec 43 pantalons, madame, sans une femme, sans une jupe. Sans une jupe. Et il a eu le plus grand succès du monde, parce que de la Mongolie jusqu'à la Terre du Feu, sauf le contraire, je ne crois pas qu'il y en a, parce qu'il n'y a qu'une fille qui a une jupe, et Martine qui a une jupe. Tous les autres femmes sont vous habillées en pantalon. Et vous savez, ça a eu des conséquences terribles. Parce que il l'a fait le moment dans lequel les femmes commençaient déjà à faire la démocratie. N'est-ce pas? Intéressant, non?
Question de journée. Bah, La question de journée. C'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme. Non, mais je trouvais que les discours qu'on a fait sont trop sérieux, trop lourds. Mais c'était un autre conférence, vous devez venir, voilà. Alors, c'est qui celle-là? Ouais. Charles, vas-y, Charles. Monter et voir. Et juste pour rebondir sur justement, c'est pareil, en tout cas pour une fausse information, le million de signatures, donc ça c'est le traité constitutionnel, déjà on a refusé, puis le fait du vote, etc. Ça n'oblige absolument pas le Parlement à voter quelque loi que ce soit. Ça oblige à ce que le Parlement étudie la question posée par cette pétition. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a déjà eu une pétition, par exemple, sur un moratoire sur les EDF qui a recueilli plus d'1 million de signatures dans je sais plus combien de pays, etc. Qui n'a pas été votée. Et il y a encore une autre pétition récemment sur la ratification d'ACTA, pareil, qui, en tout cas, si le Parlement a sûrement étudié la question, mais parce que s'il y avait ce genre de moyens, ça serait déjà pas mal. Non, excusez-moi, il y a juridiquement, donc il est fait. Simplement pour dire, parce que je suis d'accord qu'il faut critiquer, mais il faut toujours sur les documents et sur des preuves, des choses précises. Moi, c'est ma manie, même chose. Donc, je peux être. La chose qu'on a réussi à faire, et ça a été fait, je vous le dis franchement, comme la possibilité de faire une loi pénale, pour laquelle la France a été absolument contre, qui a été introduite dans le traité de Lisbonne, a été introduite par le travail. Un peu, disons, biaisé, faut dire, de certains obscurs bureaucrates, enquêteurs, magistrats qui travaillent à Bruxelles, qui sont réussis dans le moment dans lequel la personne était très occupée par d'autres choses, de dire, mais on fait passer ça. Et maintenant, est dans les traités. Donc, on a fait passer la possibilité de faire des lois pénales contre le crime organisé avec la loi européenne. Donc, obligatoire non plus avec la directive qui après il doit avoir la loi directe. Ça, c'est possible. Ça deviendra dans 2 ans. Ça, c'est la réalité juridique. Après, si ils ne le feront pas, ça sera un autre discours. Dans 2 ans, ça sera possible. Et deuxième chose, la loi pénale pour l'environnement, qui c'était impensable. Et la prochaine étape doit être la loi pénale pour le droit pénal du travail. Ça, qu'est-ce qu'on doit faire, de se battre pour ça. Ce sont les espaces qu'on doit conquérir petit à petit, même si tout ça c'est dans des contradictions, dans un traité qui a des aspects capitalistes, etc. Mais il faut absolument combattre les ennemis avec leurs armes, les mêmes armes qu'ils ne veulent pas respecter. Et donc là, si on veut que du 1er mars, 1 million de signatures peut avoir... 1 million de signatures oblige la commission, parce que la commission a l'initiative parlementaire, oblige la commission à présenter la loi devant le Parlement. Après, le Parlement l'approuvera, ne l'approuvera pas, mais ce n'est pas que c'est une chose que dire on va la voir comme ça. C'est ça la grande différence. Et c'est ça a été très très débattu avant d'y arriver, je vous assure. Et la différence sera que si on arrive à la loi européenne, j'exploite ce mot parce que c'est la différence entre le passé et le présent, si on arrive à ça, naturellement c'est un problème après de politique, de dire les parlementaires, que le Parlement européen ne soit pas refuge un peccator, les parlementaires, maintenant en France, être parlementaire européen, vous voyez Rachida Dati, c'est d'être de la merde, excusez-moi, en dehors je ne suis pas là. C'est ça, on doit changer l'opinion nous-mêmes sur ça, parce que on peut faire ça. Après, il y aura énormément difficultés, mais déjà le fait que, par exemple, une petite chose dont on n'a absolument pas parlé en France, dans la dernière réunion des ministres européens, il y a eu une position du nouveau président du Conseil italien, M. Monti, en accord avec l'Espagne pour aller contre la vision de l'Allemagne. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça, mais c'est dans les procès-verbaux. Alors, votre ami, il y a des spiegazioni après Romain. Oui. Voilà, vous. Oui. on n'a pas beaucoup d'affaires.
Mais pourquoi on ne parle jamais de l'affaire de la taxe au carbone, dans laquelle, par exemple, il y a eu 5 milliards d'euros détournés en Israël. Donc ça, personne n'en parle, ça n'a pas fait la une des journaux, juste un article par-ci, un article par-là, mais rien du tout en fait, c'est le blackout tout ça. Donc voilà. Vous pouvez me répondre en fait, Je vais vous répondre que j'y connais rien, mais comme j'appartiens à un réseau, par exemple l'Observatoire géopolitique des criminalités, j'ai vu circuler des choses, des papiers, où effectivement j'ai vu que le crime organisé français, donc qui est fait de Corse, de gens proches de l'État, de tout milieu, ou de gens même qui sont venus de plus bas, ou de cités, mais qui ont gravi les échelons, parce que pour arriver à la fraude, il faut gravir certains échelons, voilà, il faut accumuler le capital, il faut se faire du réseau, il faut arriver à une certaine... Je l'ai vu, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne suis même pas capable de vous dire ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, mais je l'ai vu. Mais c'est resté entre milieux de connaisseurs, pour moi. Et par contre, si tu as entendu parler... J'ai entendu parler, donc je ne peux pas prouver, mais par exemple, qu'une certaine affaire qui concernait le plus haut niveau de la police de Lyon est liée à cette affaire-là, qu'une certaine personne qui a fait des choses graves, qui a été corrompue vraiment, mais avait mis le nez dans ça. Michel Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les mafias sont mouvantes, elles sont mobiles et elles savent s'introduire partout où il y a de l'argent, où il y a de l'innovation. Alors, elles ont détourné des millions d'euros, des milliards d'euros, je ne sais pas, sur la taxe carbone. Les mafias ont aussi beaucoup investi dans les éoliennes. Ça c'est moins connu, mais dans l'argent, dans nombreuses entreprises éoliennes, il y a beaucoup de structures mafieuses. Il y a aussi le retraitement des déchets nucléaires, on sait qu'il y a beaucoup de mafias qui sont infiltrées dedans. Et alors, un aspect, mais peu connu de la crise de 2008, c'est que de nombreuses grandes entreprises, quand elles se sont trouvées avec la porte fermée dans certaines banques, eh bien, elles ont trouvé des prêteurs qui sont des organisations mafieuses. Donc actuellement, il y a de nombreuses entreprises, c'est peu connu, qui sont dans les mains de mafias qui leur ont accordé des crédits lors de la crise bancaire de 2008-2009. Donc on peut se demander, si on réfléchit que cette crise, entre guillemets, ne serait pas accidentelle mais organisée, si on n'a pas mis en scène un peu la mise sous tutelle de certaines entreprises vis-à-vis de certaines structures. Et cette remarque, je voudrais parler de quelque chose de très actuel, de très sensible, c'est le mécanisme européen de stabilité. Ce fameux MES, on parle très peu en France, mais qui est quand même quelque chose d'énorme, puisque ça sera ce mécanisme qui sera censé venir en aide aux futurs pays qui seront en situation de faiblesse, comme la Grèce. Ce mécanisme européen de stabilité sera installé au Luxembourg. C'est quand même connu, le Luxembourg pourra être quand même une place financièrement précise. Ce MES pourra emprunter sur les marchés financiers 500 milliards d'euros, éventuellement renouvelables une fois. On pourra arriver à emprunter sur les marchés financiers jusqu'à 1000 milliards d'euros. Depuis le Luxembourg, avec un personnel qui va bénéficier d'une immunité juridique totale. Alors, les mafias, à mon sens, elles évoluent très bien. Elles savent s'infiltrer dans tout ce qui apparaît comme la finance internationale. Et je voudrais, moi, vous recommander de voir un film que j'ai vu 2 fois, parce qu'il vraiment il est à voir, il s'appelle L'Enquête. Et ce film, L'Enquête, explique comment... Tu le connais ce film? C'est à voir. Avec Daniel Craig. Et ce film explique comment les structures financières transnationales, qui n'ont plus de frontières, ont pris possession des grandes sociétés et des États. Alors, le combat anti-mafia, c'est pas simplement étudier, je veux dire, les mafias structurelles organisées, le travail remarquable qu'a fait Fabrice Risoli, c'est aussi imaginer maintenant dans quelle structure internationale de pouvoir elle se glisse pour continuer à perdurer dans le monde qui arrive. Et la crise internationale, la circulation des capitaux et les besoins de capitaux vont avoir tous les États européens, ben là il y a un danger dans lequel les mafias vont s'infiltrer à mon sens. Oui, alors moi j'ai 2 questions. La première c'est sur l'origine donc des stratégies d'attention en Italie. Quel rôle, on en a déjà en partie parlé, mais quel rôle est-ce que le fait qu'en 1947
les Américains aient truqué les élections pour permettre aux communistes de ne pas prendre le pouvoir avec l'aide de la mafia, est-ce que ça a joué un rôle dans le développement, je dirais, des premières métastases qui ont développé le cancer au sein de l'État italien, hein? Et deuxièmement, alors sur les affaires françaises, on a commencé à en parler, c'est le rôle de la guerre d'Algérie, parce que il faut savoir que beaucoup de polices parallèles du régime gaulliste sont nées dans la lutte contre l'OAS et les pouvoirs spéciaux que le général de Gaulle a pris après le putsch de 61. Voilà. Moi, je peux dire pour l'Italie après 47, oui, c'est vrai que je pense que là aussi, toutes ces influences-là de la triade que je dis, en effet, on les voit pendant toutes les années, et donc, en effet, je pense qu'ils sont bien pourris le développement de l'État italien. Simonetta Greggio, au début, le disait, l'Italie a eu un développement, en effet, c'est ce que j'ai vu, elle partait de loin, parce que l'Italie était un pays, même dans le fascisme, c'était quand même un peu paysan comme pays, s'est développé tout de suite après. Là où ce développement, avec cette histoire entre la démocratie chrétienne, les PC, les partis communistes, qui en réalité, ils ne jouaient pas vraiment contre l'Italie, mais ils étaient au milieu de tout cet environnement, avec toutes ces forces qui cherchaient à les influencer. Et donc, c'est vrai qu'après, au milieu de tous ces intérêts, et en plus, intérêts personnels, comme je dis, on n'a pas parlé d'Andreotti jusqu'au bout, après, mais il y a un passage remarquable, comme déjà l'avait dit aussi Vodano, c'est vraiment l'homme machiavélique par excellence, c'est-à-dire il faisait des choses, les contraires, et selon les mouvements. C'était un homme qui décrit Aldo Giannulli comme le cheval, qui cherche à être au milieu dans l'échiquier, au milieu de l'échiquier, et rester toujours au milieu, et il fera tout pour rester au milieu, au centre du pouvoir. Andreotti, il avait une phrase qui disait « Le pouvoir abîme qui ne l'a pas ». Voilà, donc c'était une phrase qui était caractéristique de lui, si tu ne l'as pas, c'est toi qui t'es abîmé, c'est pas le pouvoir qui va t'abîmer. Et donc ça c'était, et donc il y a un mélange entre ces influences extérieures et intérieures qui après je pense aussi ça a été délétère de l'Italie, parce que même sa classe dirigeante, comme quand je disais au début, Giannulli lui reprochait d'un vol de mémoire, d'un délit de mémoire, et aussi de la stagnation, d'avoir empêché ces développements démocratiques que peut-être d'autres pays ont eu en Europe. Donc ça a joué, et donc ces intérêts personnels au milieu de ces contextes globaux des luttes de classe, si, abîmé. C'est pour ça, comme disait Simonetta, qu'on a eu des gens comme Berlusconi, c'est pour ça que moi, souvent, quand je dis ah bah, c'est facile de dire que les Italiens ont Berlusconi, oui, mais il faut regarder l'histoire de l'Italie. Il faut regarder l'histoire de l'Italie, comme on arrive dans les années 70 et 80. Par exemple, moi, j'ai un ami qui s'appelle Lino Galloni, qui est un économiste, qui est venu dans d'autres conférences. Et récemment, je l'ai rencontré et il a écrit un bouquin qui a trahi l'Italie. Il parle en version économique, mais ça se voit qu'il y a des gens qui, dans les chemins de l'Italie, ils ne sont pas spécialement liés à Andreotti ou pas, hein, c'est plutôt même en remontant dans les années 80, quand après on pouvait faire quelque chose, et quand Giannulli dit après il aurait pu dire des choses, ils ont empêché ce développement d'Italie. Et c'est vrai, les sentiments qu'avait Simonetta Greggio, on était quelque chose qui volait et ils nous ont cassé les ailes, et c'est vrai. Et malheureusement, c'est des gens à l'intérieur, pour l'intérêt extérieur aussi, qui ne sont pas seulement les Américaines, mais même autour de nous, Français, Allemands. On pourrait développer, mais moi je n'ai pas tous les détails, il faudrait qu'on invite d'autres gens qui font des études. Mais il y a des choses qui se recoupent historiquement. Et dès qu'on aura un peu plus d'informations, je pense qu'on les verra, mais ces soupçons-là, ce n'est pas seulement des sentiments, c'est la réalité. Après, les Italiens de s'approprier de leur histoire et finalement commencer à lire des bouquins comme Giannulli et reprendre conscience de soi-même et reprendre la place que peut-être ils ont, parce qu'ils sont très forts les Italiens, désolé. Non mais sur 47, vous dites, est-ce que parce qu'on a truqué les élections, ça amène un cancer? Attendez, je reprends votre phrase pour arriver, vous dites, parce que alors, les élections truquées, alors vous dites par les Américains, la mafia, etc., qui donnent le cancer. Alors déjà, je vous le dis, toutes les métaphores médicales, moi, sur, par exemple, la mafia, alors, le cancer, enquisté, j'en passe des meilleurs, j'y arrive pas. Pour moi, c'est une mauvaise représentation, mais autre débat. La stratégie de l'attention, parce que vous étiez parti de ça, enfin, moi, je reste convaincu qu'elle commence en 47. Elle commence à Portella della Ginestra.
Par exemple, Umberto Santino a écrit des choses là-dessus très très bien. Et donc, c'est avant déjà. C'est-à-dire, même pas pendant le débarquement, c'est ce qui joue avant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'après-fascisme. Mais l'après-fascisme, c'est surtout, il ne doit pas y avoir le communisme. À quel prix? Au prix d'une souveraineté limitée. Voilà, j'aime bien ce mot-là. L'Italie, c'est vraiment une barrière géographique, quand on regarde, hein, une barrière géographique qui fait face aux Balkans qui sont, eux, communistes. Donc c'est un rempart. Ce rempart ne doit pas tomber, coûte que coûte. Vous dites que les élections ont été truquées, Mario dit que c'est plus compliqué que ça. Je rentre même pas là-dedans, si vous voulez. Le communisme ne devait pas passer. Si on doit bourrer un peu les urnes là, conditionner le vote ici, casser un peu les syndicats là, et commencer la stratégie de la tension en 1947 par un massacre de syndicalistes qui fêtent la victoire aux élections d'avant, assassiner méthodiquement les syndicalistes siciliens pendant 2 ans, il y en a eu 35 qui ont été assassinés, ça vous coupe les pattes, vous comprenez? Donc la stratégie de la tension, elle commence là, avec certainement les services secrets américains qui sont présents sur le territoire, avec la mafia qui aide, qui joue sa part, qui joue sa partition, elle joue sa part, même si c'est pas elle le moteur. Et ça donne vraiment un exemple de souveraineté limitée, c'est-à-dire que l'Italie n'est pas maître de son destin. Et alors, du coup, on arrive à la différence de la France, qui joue maître de son destin, mais regardez, est-ce mieux, c'est toujours mieux d'être maître de son destin, mais les réseaux dont vous parlez, ils sont de la guerre d'Algérie, ils prennent leurs racines dans la résistance, certes là parce qu'il y avait un vrai ennemi à combattre et plus personne ne discute ça, mais ce sont souvent les mêmes. Ce sont des résistants gaullistes qui vont rester fidèles au général de Gaulle et qui donc vont jouer la carte de l'anti-Algérie française, alors qu'à un moment de 10 ans avant, toute la France est pour l'Algérie française. J'exagère à peine. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 2 parallèles de 2 pays différents, avec 2 problématiques différentes, mais quand même avec chacun des problèmes de démocratie. Je voulais dire, c'est pas pour... ça serait beau qu'il soit si simple, ça veut dire les élections truquées, les Américains méchants, etc. Non, la réalité, c'est que la majorité des Italiens post-fascistes, la majorité, comme encore maintenant s'explique Berlusconi, était contre un type de république, contre le communisme, était de droite, comme la majorité des Français, conservateurs. Conservateurs, ils ne voulaient pas ça, Donc, c'était une majorité réelle, après, exploitée par certaines personnes, mais c'était l'effet des syndicalistes tués. Ce n'était pas les intérêts des Américains, c'était les intérêts des propriétaires terriens, des Italiens, d'un certain bord. Après que ça coïncidait avec les intérêts anticommunistes, c'est vrai. Mais ça coïncidait, ça voulait dire que c'était une chose, c'était un accord. La démocratie chrétienne a vécu et prospéré en Italie. À part que la démocratie chrétienne, c'était un parti qui allait dans l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc c'est beaucoup compliqué que ça. N'oublions pas que la première et unique réforme agraire réelle qui a donné la terre aux campagnards, c'était fait après les porteurs de la jeunesse d'un ministre démocratien qui a donné pour la première fois toute la terre aux campagnards, qui a fait une loi qui a donné pour ceux qui cultivaient la terre la possibilité pratiquement d'exproprier les propriétaires, parce qu'il a dit s'il y a un campagnard au nord et au sud qui cultive la terre, il a droit à 56% des profits. Quand tu donnes à ceux qui cultivent la terre, qui n'est pas propriétaire de 56%, c'est l'expropriation, ce qui est arrivé après, parce que toutes les terres maintenant en Vénétie, je peux le dire parce que j'ai vécu ça, hein, en Vénétie, au centre d'Italie, des personnes qui étaient campagnards sont devenues propriétaires. Vous allez voir, à différence qu'en France, la propriété privée généralisée de l'habitation et de les terres, maintenant, en Italie, c'est une réalité. Et c'est ça qui fait une somme différente. Et ça, ce sont des ministres démocratiques de gauche, si vous voulez, très intelligents, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Malheureusement, une partie centrale de ma sécurité a toujours pactisé avec la mafia pour simple motif. La Sicile, c'est 5 millions d'électeurs. 5 millions. 5 millions. Donc, on devait avoir, on avait la nécessité de faire ça. Et Andreotti, c'était les ponts, les passages
dans la Méditerranée pour avoir tous les fois 5 millions de voix qui déterminent le gouvernement. Voilà. Je vois l'horaire, je pense qu'on va conclure parce que c'est... Une question qui s'adresserait à notre ami qui vient de parler, concernant justement le coulage épisodique selon les aveux d'un repenti de divers bateaux qui contenaient des déchets radioactifs. Donc, cette histoire est arrivée de multiples fois. Au fond de la Grande Bleue, il y a donc des déchets radioactifs. Est-ce qu'on a remonté la filière? Est-ce qu'on sait l'impact de cette catastrophe écologique au fond de la mer et que ce qu'on mange des poissons radioactifs? Et la deuxième question, ce sera comment ne peut-on pas endiguer le problème des poubelles à Naples, des montagnes himalayennes qui profitent de crime? Et pourquoi on n'arrive pas à entendre, on sort ça et il y a de la peste, il y a le choléra, il y a tout dans le donc, vous avez mis beaucoup de pain sur la planche. Mais c'est pas, encore une fois, excusez-moi, mais c'est pas si simple, c'est pas même si catastrophique, même si c'est extrêmement grave. Commençons par Calabre. Les navires ont été coulés, il y a eu un repenti, il y a eu les choses de la mafia. La magistrature de Crotone, exactement, Tarquet de Crotone, je connais, a eu les moyens et a fait récupérer les navires. Donc, le navire a été récupéré et heureusement, dans cette navire, c'est pas exclu qu'il y en a d'autres, hein, dans cette navire, il n'y avait pas cette masse de déchets radioactifs dont on pensait. Donc on a récupéré, on a prouvé ça. Il y avait d'autres choses, probablement aussi intéressantes, ça veut dire des armes. Donc c'était un bateau destiné à refournir certaines choses. C'est pas dit qu'il n'y a pas d'autres bateaux qui ont été coulés dans ce type. Mais dans ce cas concret, on a eu la possibilité d'aller à fond dans l'essence technique, ça a été récupéré. Ça coûtait la peau de fesses, parce que... Mais bon, là, les problèmes des déchets radioactifs concernent, des déchets en général, concernent plutôt tout ce que on envoie, et on envoie même en Chine encore, et dans les pays du tiers monde. Maintenant, il y a vraiment un problème énorme. Pour Naples, il y a eu une responsabilité de toute l'industrie du Nord, pas seulement italienne, parce que les tirs sont arrivés aussi dans d'autres pays, y compris l'Allemagne qui a fait la Santoche. D'accord? Et maintenant, on doit dire que la situation à Naples, je ne dis pas que c'est a changé, il y a un nouveau maire, la situation à Naples est en train d'améliorer. Il y a encore d'énormes difficultés, mais cette situation, depuis 6 mois, est en train de changer. Peut-être que aussi avec le fait que les lieutenants de Berlusconi, Cosentino, colpì comme mandat d'arrêt pour association mafieuse et pas arrêté parce que le Parlement, malheureusement, le Parlement italien n'a pas donné la possibilité de l'arrêter. Mais quand il sera condamné définitivement, maintenant les procès en cours, les procès continuent. Il n'y a pas d'immunité qui empêche la continuation des procès en Italie. Le procès continue. Quand il sera définitif, il va aller en prison. Comme, et actuellement, n'oublions pas que le président de la région sicilienne, se trouve en prison, condamné, et est en train d'exécuter la peine. Allez voir sur mafia.fr, tout est expliqué sur les écomafias. Bon, je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette conférence. Merci beaucoup à M. Bodano qui nous a vraiment fait une grande compétence, une grande expérience, un cadeau de venir ici à parler avec nous parce que certains invités, ils n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Je remercie Fabrice, Simonetta Greggio, Fabienne Boulin, M. Aurélien Marty-Vaillance. Je vais faire terminer à ma collègue Marianne. Oui, je voulais juste vous remercier beaucoup. Quand nous avons commencé la série de conférences Démocratie en danger, on était parti de l'Italie de Berlusconi. Et je me souviens de la première conférence que nous avions organisée avec Beppe Grillo et Frank Biancheri. Donc Beppe Grillo qui est donc le comique du mouvement Beppe Grillo et Frank Biancheri qui était à l'époque président de l'Union européenne, qui s'est présenté aux élections européennes. Et je me souviens très bien qu'en fait on avait dit à l'époque: mais Maria, tu sais, je pense que c'est l'Italie qui sauvera la France. Et je pense qu'effectivement, après le débat de ce soir, on est exactement dans cette situation-là. Et j'aimerais reprendre deux
parce que moi je suis quelqu'un, je suis européenne de sang, donc de naissance, donc je lutte au niveau européen. Et je pense que c'est très très important d'avoir des débats comme ça entre différents pays européens, entre différents citoyens européens pour être alertés de ce qui se passe dans chaque pays et où on en est dans chaque pays au niveau de la démocratie et du processus démocratique. Et pour rebondir sur ce que disait Hubert, sur le fait que les partis politiques nous ont effectivement volé le débat. Nous n'avons plus le débat citoyen et c'est pour ça que le seul niveau sur lequel en fait nous pourrions encore avoir un peu de chance, c'est le niveau européen. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est pas par le biais de l'initiative citoyenne européenne, parce que moi je pense qu'à partir du 1er avril, la Commission européenne, elle va être débordée. Mais débordée, elle va plus savoir comment, il va falloir qu'elle embauche, alors là, vive très bien pour les jeunes étudiants européens, les jeunes politiciens, tous ceux qui sortent de sciences politiques, économiques, etc. Parce qu'il va falloir qu'ils embauchent un staff de personnes pour travailler sur ces pétitions qui sont en train de se présenter à leur porte. Et je peux vous dire que ça va faire un big bang. Mais par contre, le seul problème, c'est qu'elle ne va pas être capable d'y répondre. Et de faire le tri d'y répondre. Parce que ne croyez pas que ce soit que les mouvements démocratiques qui vont signer, qui vont avoir 1 million de signatures. Vous allez avoir à côté de ça des mouvements pour sauver les animaux, de SPA, machin, et les mouvements de partis populistes et nationalistes. Alors là, ça va être et religieux. Donc on est en train de rentrer dans un chemin qui est dangereux, qui est également dangereux avec ces pétitions. Et il va falloir être très très vigilant. Et ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les députés européens actuellement qui le feront. Donc ce sont les mouvements 2014 et des nouvelles élections européennes. J'appelle les mouvements citoyens trans-européens, pas seulement New Europeans, mais tous les autres qui peuvent se constituer, à être sur la brèche à ce moment-là. D'autant plus qu'il y a une nouvelle initiative qui devrait être votée au Parlement européen et qui a besoin de vos citoyens. En 2014, il y aura pour la première fois quelques députés, une dizaine, donc sur 750, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est déjà ça, une dizaine de députés qui vont pouvoir être élus sur des listes transnationales, transeuropéennes, ce qui n'existe absolument pas. Une chance pour des nouveaux mouvements citoyens européens, pour des nouveaux partis politiques de se mettre sur cette brèche-là pour 2014. Et ces 10 personnes-là, quand elles sont dans le Parlement européen, elles n'auront qu'un seul rôle, c'est de faire la révolution au Parlement, parce que c'est là que ça doit se passer. Merci beaucoup pour votre présence, et à la prochaine fois, et je pense qu'on aura un autre débat qui sera très intéressant, j'espère avec Fabrice et le Flair, et moi je tiens beaucoup sur cet aspect de pénalisation des crimes financiers industriels, et notamment à la suite de la crise de 2008, savoir un peu tout ce qu'on fait avec toutes ces personnes corrompues qui ont pris notre argent. Voilà. Bonne soirée.